Je vais en profiter pour lire un passage d'un de tes livres, Triptyque, que tu as écrit il y a quelques années. On va revenir à tes deux livres juste après. Mais je pense que ça peut être une bonne introduction au travail que tu fais autour de la méditation. Alors je vais essayer d'y mettre le ton. Donc tu as écrit « Méditer en observant les sensations avec équanimité mène à l'accueil total. Les amalgames créés par association mentale, leur réactivité en désir ou rejet se décristallisent lentement. L'équanimité fluidifie, la neutralité fige. Méditer n'est pas réfléchir. La réflexion est le jeu du miroir qui reconnaît, mais à l'envers. Le mental crée des miroirs à l'infini si on ne l'amène pas à terre. Les pensées troublent l'esprit comme l'argile une eau claire. Lorsque les particules se posent, la transparence revient. Alors arrête la tambouille mentale, écoute les sensations te dire combien tu es vivant, et tout se fait tout seul. Est-ce que tu peux peut-être élaborer un petit peu sur ce qui pour moi est un peu une définition des bienfaits de la méditation? Comment tu l'utilises par exemple en atelier? Comment j'utilise? Alors effectivement, la méditation reste une base fondamentale de mes propositions de travail, en stage, en atelier. Comment on l'utilise? Nous méditons ensemble. Nous méditons ensemble avec une technique qui est très basique. Observer les sensations liées à la respiration, les sensations du souffle, dans les narines, sur le pourtour des narines, éventuellement dans cette zone-là. Observer les sensations dans la paume des mains, observer les sensations, comment ça respire autour de moi, ça c'est une première chose. On va dire qu'avec ça, on a de quoi travailler une vie. À quoi ça sert? Méditer sert à porter son attention sur une seule chose. Dans la tradition indienne, on dit que notre système mental est comme un singe qui saute de branche en branche, d'idée en émotion, d'émotion en idée, et que c'est ce que j'appelle la tambouille mentale, visiblement dans cet écrit. C'est-à-dire que je représente toujours notre fonctionnement mental un peu comme une suspension d'argile, une suspension argileuse. Vous savez, si on mélange de la poudre d'argile dans un verre d'eau et qu'on touille, on va dire notre système mental est ce qui agite ces suspensions argileuses. Et donc, on a dans l'esprit un espèce quelque chose de dense. Et que la méditation, c'est un peu comme en portant notre attention sur une seule chose, en cessant de laisser notre esprit aller de branche en branche, de pensée en émotion et d'émotion en pensée. En le posant sur une seule chose, notre esprit va petit à petit se calmer. Et en se calmant, ça fait un petit peu comme dans une suspension d'argile, c'est-à-dire que les particules vont petit à petit sédimenter au fond du verre et on va avoir donc une clarté qui apparaît, qui est l'eau. Et cette eau, en fait, c'est la base même de ce qui fait circuler les informations qui sont propres au vivant, telles qu'elles nous parviennent. Je dis souvent que dans mon travail, j'ai été amenée à approcher l'eau, non plus sous sa forme physique et ses trois dimensions, liquide, gazeux, solide, mais l'eau comme un phénomène qui, de par mon approche, en tous les cas, je dirais, existe sous 12 formes différentes. Et pour moi, l'eau est un phénomène qui véhicule les informations du vivant. Donc lorsque la méditation nous amène à cette clarté, les informations du vivant, les informations de la source, de l'essence, de la dimension unitaire, nous parviennent avec plus de clarté. C'est donc la dimension de conscience. D'accord, c'est à ça que ça sert. Moi, tu m'as beaucoup recommandé de méditer dans le cadre d'interrogations que je peux avoir sur des choix de vie. Comment tu dirais justement qu'améliorer son ressenti permet de mieux choisir où on va? Alors, nous avons une difficulté en français, c'est que le terme « méditer » est souvent employé pour désigner le fait de réfléchir longuement à un problème. Alors, ceci est fort dommageable, car la méditation, telle que je viens de l'expliquer, est une pratique et une technique à part entière qui consiste justement à sortir du cercle de la pensée. Alors à propos de méditation toujours, moi tu m'as conseillé à certains moments importants de ma vie où j'avais des choix à faire, de méditer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement comment la méditation peut aider
à affiner ses choix? Alors nous avons une difficulté en français, c'est que le terme méditer est souvent employé pour désigner le fait de penser longuement à un problème. Comme je viens de l'expliquer, méditer c'est tout autre chose, c'est porter son attention sur une seule chose, ramener sans cesse le fonctionnement mental au fait d'observer une seule chose, ce qui amène à ne plus penser. Alors évidemment, il est légitime de se dire en quoi méditer peut m'amener à mieux penser, puisque méditer m'amène d'abord à ne plus penser. Alors, méditer permet d'amener cette clarté dont j'ai parlé précédemment, et cette clarté véhicule les informations de la conscience, du vivant, de l'essence de notre source, notre dimension unitaire, et du coup, nous sommes, lorsque nous méditons, plus réceptifs à ces informations. Ces informations ne sont pas des informations mentales, mais sont des impulsions qui nous sont perceptibles par le biais des sens. Et les sens, c'est très physique, en fait. Plus on affine notre perception physique, puisque c'est physique la perception, plus on affine notre ressenti, plus on affine la possibilité d'être en lien avec les informations véhiculées de notre conscience. De ce fait, les choix ne sont plus tant des choix liés à une réflexion qui pèse le pour, le contre, qui va chercher une solution, mais le choix va être induit instinctivement par ce qui est plus cohérent à la vie, plus cohérent pour moi, mais donc de façon générale pour tous, plus cohérent. Et c'est ça qui va me pousser à un choix plus qu'un autre. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, si on s'écoute vraiment, on n'a pas le choix? Il y a forcément un choix qui s'impose de lui-même. Alors effectivement, ceci amène effectivement au fait de sortir de la pensée que nous avons toujours une multitude de choix possibles. Je dirais qu'effectivement, dans la multitude de choix possibles, si l'on raisonne, lorsque nous entrons en résonance et non plus en raisonnement, la résonance la plus unitaire de vie s'impose de soi. Et donc, je dirais, il y en a une qui s'impose de soi. Qu'on n'est pas obligé de choisir, ça c'est notre libre arbitre. Ça c'est notre libre arbitre. D'accord. Mais donc toi, qui es un peu plus connecté avec ton ressenti que la moyenne, on va dire, ta vie elle est presque toute tracée, si je caricature. Tu sais naturellement où aller parce que les choix s'imposent. Alors, dans le terme « ma vie est tracée », je ne dirais pas, puisque nous traçons notre vie sur un terrain vierge. Donc, ma vie n'est pas tracée, je la trace en fonction de mes choix. Simplement, je dirais que j'affine mes ressentis de telle façon à ce que mes choix soient de plus en plus en cohérence de vie, ce que j'appelle, c'est une de mes expressions, c'est-à-dire majoritairement induit par une dimension unitaire de vie, donc majoritairement induit par la conscience. Et est-ce que tu dirais, pour élargir encore sur le même sujet, qu'on a du coup tous un rôle à jouer, si on s'écoute un petit peu? Bien évidemment, nous avons tous un rôle à jouer. Nous sommes un collectif vivant en interaction. Et cette interaction, je dirais, la qualité de l'interaction de l'humanité dépend de la clarté de ces interactions et donc de la clarté de la connexion que nous avons par nous-mêmes, à nous-mêmes et à l'ensemble du vivant et de sa dimension unitaire.